Alors, juste quelques indications. Cette biographie de Nina Childress, qui est mal nommée volontairement autobiographie, elle est composée de plusieurs voix. Il y a la voix de Nina qui est N, il y a la voix de V qui est une espèce de personnage qui serait un vérificateur ou une vérificatrice qui contextualise le discours de Nina, de N, puisque... Et puis il y a aussi une espèce d'indicateur de tableau que va faire Thierry, et Thierry va faire aussi un personnage dans un ping-pong intéressant que vous allez entendre. Une autobiographie de Nina Childress. Il y a bien sûr une quantité raisonnable, parfois déraisonnable, et très souvent fort déraisonnable, d'excitation dans la vie de chacun de nous, et quand cela arrive, c'est ainsi que cela arrive. Gertrude Stein, autobiographie d'Alice Toklas. Il faut finir sa palette comme on finit son assiette. Jean-Frédéric Schneider. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Sylvie Vartan. Chapitre 1. Paradis perdu. Sylvette sur la place. J'étais hyper fière de vivre dans un immeuble de 17 étages, avec en plus un doorman. On habitait au dernier étage, dans un appartement avec un grand couloir qui distribuait les chambres. Mes parents me laissaient dessiner sur tout le couloir avec des crayolas. Ma mère s'en fichait un peu. À l'époque, elle était très déprimée. Quand mon père rentrait du boulot, le soir, mon frère et moi, on courait vers lui et on agrippait chacun une de ses jambes, comme si c'était un tronc d'arbre. Mon père marchait ensuite dans le couloir, avec nous, accrochés comme deux singes. Quelques années plus tard, les Silver Towers ont été construites juste à côté de notre immeuble. C'était un complexe de logements réservé aux anciens étudiants et aux enseignants de l'Université de New York. Après s'être séparés de ma mère, mon père et sa nouvelle femme ont emménagé dans une de ces tours au 30e étage. Je trouvais cet endroit absolument magique. Plus on était haut, plus la vue était incroyable. Quand ils sont descendus au 6e étage, quelques années plus tard, j'ai été très déçue. Au pied des tours, une grande sculpture de Picasso avait été installée sur une esplanade. La sculpture s'appelait Sylvette. Ça représentait une grosse tête de fille avec une frange et une queue de cheval. On n'a pas mis la vidéo. Si, on a mis la vidéo. C'est bon. L'un des architectes des Silver Towers, Yeo Ming Pai, connu en France pour la pyramide du Louvre, a obtenu en 1967 l'autorisation de Picasso pour reproduire, en l'agrandissant, un des bustes créés par l'artiste en 1954. Celui-ci s'était inspiré de Sylvette David, une jeune fille qu'il avait rencontrée à Valoris. Sylvette possédait une longue chevelure blonde qu'elle avait l'habitude de ramener en une queue de cheval très haut placée sur la tête. Une coiffure originale pour l'époque qui plut tout de suite à Picasso. Il donna à Sylvette le surnom de « The Girl with a Ponytail ». Brigitte Bardot a, paraît-il, adopté cette coiffure après avoir vu une couverture de Paris Match montrant une des Sylvettes de Picasso. Notons à ce propos que la mère de N s'appelle Brigitte et qu'elle est née une année après Brigitte Bardot. Cette même Brigitte qui allait provoquer un raz-de-marée de ce prénom 25 ans plus tard. En 1959, 18 165 petites Brigitte naquirent ainsi en France. Ce prénom possédait à l'époque un exotisme français auquel un Américain comme le père de N
n'était sans doute pas indifférent. On peut se demander si l'intérêt de N pour les coupes de cheveux ne viendrait pas de la fréquentation de cette silhouette à un âge précoce. 569. Horizontal Hairpiece, 1997, huile et acrylique sur toile, 114 x 195 cm. 972. Dillingham 2, 2017, huile sur toile, 24 x 33 cm. 734. Red Hair, 2004, huile sur toile, 188 x 301 cm. Diptyque. 948. BE, 15, grosse tête, 2016, huile sur toile, 195 x 130 cm. 947, BE, 14, panthère, 2016, huile sur médium, 54 x 50 cm. 1072, charonne, grosse tête, 2020, huile sur toile, 260 x 210 cm. Chapitre 3. Modèles et problèmes. Problème de cheveux. Petite, j'avais des gros yeux bleus, des longues dents, un peu de travers, des grandes oreilles et des cheveux coiffés n'importe comment. Quand j'allais au Texas, ma grand-mère m'habillait et me coiffait comme dans les Martines. Mais quand je revenais en France, plus rien n'allait. Ma mère n'était pas douée pour me couper les cheveux, elle ne savait pas faire les dégradés. Du reste, je crois qu'elle s'en foutait un peu. À cause d'un épi mal placé, je n'arrivais pas à me faire la raie au milieu. Ça partait dans tous les sens. Une copine m'avait conseillé de ne pas me laver les cheveux plus d'une fois par semaine. Je les lavais chaque dimanche soir. Le lundi et le mardi, c'était bien. Le mercredi, ça commençait à partir en couille. Et du jeudi au samedi, je n'arrêtais pas de me gratter la tête. Contrairement à moi, ma mère avait des cheveux très épais. Quand j'étais petite, je rêvais qu'elle les garde longs. Mais elle se les coupait toujours assez courts, une sorte de carré courbé rentrant, comme l'actrice Annie Girardot. Ça m'énervait. Je ne trouvais pas ça féminin. Aujourd'hui, c'est moi qui lui coupe les cheveux. Je fais ça très bien. Actrice populaire du siècle dernier, Annie Girardot a été, dans les années 70, une fervente ambassadrice des coiffures courtes sur le dessus, avec mèches effilées et longues pattes sur les côtés, dont l'acné fut atteinte avec la coupe dite mulet. Au début des années 2000, N en a peint 3 variantes singulières, dont une avec barbe. 731, Black Hair 2, 2004, fusain sur papier, 180 x 150 cm. Problème de sein. Quand j'ai eu 12 ans, ma grand-mère du Texas m'a offert un training bra. C'est une sorte de brassière pour que les petites filles s'entraînent à porter un soutien-gorge. Quand je suis rentrée en France, ma mère m'a dit « Mais c'est pas un soutien-gorge ça, c'est un soutien-rien ». Mes 2 grands-mères avaient beaucoup de poitrine, ma mère pas grand-chose et moi rien. J'étais impatiente d'avoir des seins, j'attendais, mais ça ne poussait pas. Les seins, c'est une promesse d'avenir. C'est la même chose pour les garçons avec leur sexe à la puberté, tu attends que ça grossisse. À chaque rentrée, on remarquait tout de suite les filles qui arrivaient en classe avec leur premier soutien-gorge. Et paf, une année c'était celle-ci, et paf, l'année d'après c'était celle-là, et moi, toujours rien. Je tirais sur mes pulls en laine pour en faire des pointes. Toute l'adolescence, ça a été dur. Mais à partir du moment où j'ai pu sortir avec des garçons vers 14-15 ans, ça ne m'a plus préoccupée. C'était pendant la période d'avant que ça m'aurait aidé d'avoir des seins, pour me sentir plus sûre de moi et m'introduire à toutes ces choses-là. Mais une fois que j'avais embrassé mon premier garçon, c'était bon. Aujourd'hui, j'adore peindre des fesses et des seins et je ne m'en prive pas. 914, pur, 2016, huile sur toile, 33 x 41 cm.
À mesure que vos seins se développent, vous aurez peut-être besoin d'un soutien-gorge. Certaines filles estiment que porter un soutien-gorge pour la première fois est excitant. C'est la première étape pour devenir une femme. Cependant, certaines filles se sentent gênées, surtout si elles sont les premières parmi leurs amies à avoir besoin d'un soutien-gorge. Si les gens autour de vous accordent plus d'importance à votre premier soutien-gorge que vous ne le souhaiteriez, essayez de vous rappeler qu'ils ne veulent pas vous embarrasser. Ils sont juste fiers de votre croissance. Puberty, Information for Girls, The American Academy of Pediatricians, 1996. Nelly, la parfaite. Nelly habitait dans la résidence Élysée II, celle qui avait une piscine. J'adorais Nelly, elle était parfaite. Petite, brune, un teint doré, avec des mains douces et moites. J'aimais toucher ses mains. Je trouvais les miennes trop sèches. Les siennes étaient maigres, juste comme il faut. Ses os faisaient des bosses quand elle jouait du piano, je trouvais ça très beau. Ses parents étaient pieds noirs. Quand elle revenait de ses vacances en Algérie, elle rapportait plein de gâteaux au miel. J'adorais ça. Nelly faisait partie des chouchoutes, celles qu'on mettait tout devant sur les photos de classe. Je l'enviais et j'étais un peu amoureuse d'elle. Elle m'aimait bien, je la faisais rigoler. Chez elle, tout était bien rangé. Sa mère lui pliait tous les jours ses habits avant qu'elle aille se coucher. Lors d'un goûter d'anniversaire, la mère d'une copine qui travaillait pour la maison Dim a repéré Nelly et une autre fille. Elles ont posé toutes les deux dans une publicité pour les collants Lily Dim. La photo a été publiée dans plusieurs magazines. Elles avaient été payées avec des collants et des chaussettes. J'étais très jalouse de la photo et des chaussettes. On allait aussi à la messe ensemble, Nelly et moi. Je l'ai même suivie dans une retraite religieuse. C'est là que j'ai roulé mon premier patin sur A Whiter Shade of Pale de Procol Harum. On voulait tester pour voir comment ça faisait, s'entraîner pour plus tard, quand viendraient les booms avec des garçons. On avait environ 12 ans. Musicalement, la ligne d'orgue de la chanson A Whiter Shade of Pale s'inspire de 2 pièces de Jean-Sébastien Bach. La suite pour orchestre numéro 3 en Ré majeur, BWV 1068, et la Sinfonia en Fa majeur de la cantate Ich stehe mit einem Fuß im Grabe, BWV 156, qui signifie « J'ai un pied dans la tombe ». Dédoublement. Dans ma classe, il y avait 2 sœurs jumelles. L'une s'appelait Agnès, l'autre, je ne sais plus. Quand elles sont arrivées au collège, leurs dents de devant n'avaient toujours pas repoussé. Elles ont dû se faire opérer. Le problème venait du fait qu'elles n'avaient pas 2, mais 4 dents de devant. 2 dents superposées sur 2 autres dents. Je trouvais ce double dédoublement très intriguant. Un jour, elles m'ont expliqué qu'elles mettaient la même culotte 2 jours de suite. Le 2e jour, elles retournaient leur culotte de la veille. Je m'étais dit, elle est maligne, la mère. Elle a 2 fois plus d'enfants, mais elle a trouvé un truc pour laver 2 fois moins de culottes. La gémellité est un motif exploré par N dans plusieurs peintures datant de 2017. Idem pour les culottes dans les années 2010. Vous trouverez davantage d'informations à ce propos, page 181 pour les culottes et page 192 pour les jumelles. 867. Autoportrait au slip 1, 2012, huile sur toile, 61 x 46 cm. 970. Fake Bacon and Twins, 2017, huile sur toile, 130 x 97 cm. Gaieté Santiago. On a déménagé dans le 13e arrondissement de Paris quand j'avais 14 ans. C'était un immeuble moderne, assez banal, mais qui allait devenir très important pour moi. 6 étages au-dessus de notre appartement habitait une famille argentine qui venait d'émigrer. Dans cette famille, il y avait 2 garçons plus ou moins de mon âge. Le plus jeune m'a tout de suite tapé dans l'œil. Il s'appelait Santiago et ressemblait à l'acteur qui joue Tadzio dans Mort à Venise.
J'avais vu ce film de Visconti quelques mois auparavant. Le groupe se composait de 3 jeunes filles de 15 à 17 ans et d'un adolescent aux cheveux longs qui pouvait avoir 14 ans. Celui-ci était d'une si parfaite beauté qu'Aschenbach en fut confondu. La pâleur, la grâce sévère de son visage encadré de boucles blondes comme le miel, son nez droit, une bouche aimable, une gravité expressive et quasi divine, tout cela faisait songer à la statuaire grecque de la grande époque. Et malgré leur classicité, les traits avaient un charme si personnel, si unique, qu'Aschenbach ne se souvenait d'avoir vu, ni dans la nature, ni dans les musées, une si parfaite réussite. Thomas Mann, La mort à Venise. Santiago était très beau, avec une chevelure très épaisse, blonde et bouclée, et une peau très douce. Il ressemblait à un ange. Toutes les filles étaient amoureuses de lui. Tout de suite, je me suis dit, c'est avec lui que je veux coucher la première fois. Je suis sortie avec lui lors d'une boum. Il avait alors 14 ans et demi et moi 15. Le jeune homme dont parle N est devenu un écrivain reconnu, Santiago Amigorena. Dans un livre intitulé Les premières fois, paru en 2016 aux éditions POL, il évoque ses années d'adolescence et parle de ses premières rencontres amoureuses, notamment de celle avec N. À la lecture de ce livre, on comprend que N a mal interprété la réaction de Santiago à son retour des États-Unis. Ce n'était pas de l'indifférence, mais de la peur. Santiago, quant à lui, semble n'avoir pas perçu la singularité de la personnalité de N, trop attaché qu'il était à la quête d'un idéal féminin qui corresponde à ses aspirations littéraires. Nous avons retrouvé le journal que N a écrit à cette même époque. Il nous a paru alors intéressant de réaliser un montage mettant en écho des extraits du livre, écrit 4 décennies plus tard par un écrivain de 54 ans, et des passages du journal, écrits sur le moment par une adolescente de 16 ans. Avant de laisser le lecteur ou la lectrice se plonger dans ce ping-pong temporel et contrasté, il nous faut encore pointer un détail qui a son importance. Dans le livre de Santiago, N s'appelle Christine. Il s'agit en fait du vrai prénom de N. Elle explique plus tard dans ce livre pourquoi et dans quelles circonstances elle l'a changé. Précisons enfin que nous avons gardé l'orthographe parfois approximative du journal. Christine était cette jeune voisine dont j'avais remarqué le regard bleu en début d'année et dont j'avais tant regretté de ne pas partager les ascensions. Alors, son indifférence m'avait semblé celle d'une petite fille capricieuse et peureuse, mais son regard était si pétillant qu'il n'avait jamais tout à fait quitté mes pensées. Et souvent, pendant toute cette année de 3e, comme je revenais de l'école, j'appelais l'ascenseur de mon escalier A, et je laissais une porte s'ouvrir et se refermer, et je le laissais repartir si par bonheur quelqu'un l'appelait, faisant exprès de demeurer ainsi quelques minutes supplémentaires dans le hall, l'ascenseur de l'escalier B à portée de mes yeux, dans l'espoir de la croiser. Samedi 18 juin. Je crois avoir déniché l'oiseau rare. Qui sait? Peut-être bien que pour la baise. Remarque, il est peut-être un peu jeune. Cela pourrait peut-être marcher l'année prochaine. Dommage, j'aurai beaucoup de boulot et devrais beaucoup bosser si je veux passer en C. Nous sommes allés dans la cuisine prendre le goûter. Peut-être parce qu'elle m'avoua très vite qu'elle était à moitié nord-américaine, l'une des premières choses dont je lui ai parlé fut de Laurence Olivier. Comme elle ignorait l'admirable acteur qu'il était, je remontai rapidement au 5e, chercher la cassette que m'avait offerte mon père, et nous avons passé cette première après-midi enfermés dans sa chambre à l'écouter. Enfin, doublement enfin. Enfin, nous n'avons pas passé l'après-midi seulement à écouter Laurence Olivier, et enfin, après tant de temps à l'attendre, je sortais réellement avec une fille. Jeudi 8 septembre.
Je me rends compte à quel point je l'adore. Merde. Pourvu que ça soit réciproque. Je ne sais pas. Puis on a été revoir le lauréat, très bien. Puis on a été bouffer au McDo avant de rentrer à la maison. Le soir, c'était très bien. Je ne donne pas de détails, mais je n'en pense pas moins. On était torse nu. Au fait, j'ai parlé à S de la pilule, pourvu que je puisse. Je me sens de nouveau imprégné de ce parfum et de ce goût de bonbons américains que je goûtais jour après jour dans son cou, sur ses lèvres, sur sa langue. J'adorais embrasser Christine. Christine avait les cheveux châtains foncés et bouclés, terriblement bouclés. Chacune de ces 1000 mèches était comme un petit ressort sautillant d'allégresse. Christine avait des cils très longs et très noirs. C'était là, plus que dans la clarté extrême de leur bleu radieux et dans ce trait sombre qui entourait l'iris de ses yeux, que se trouvait le secret du pétillement de son regard. Christine avait des lèvres soyeuses et des petites dents très blanches, éblouissantes, derrière lesquelles pointait sa petite langue aiguë, aux aguets, prête à picorer la moindre surface de la peau de mon cou, de mes lèvres, de mon visage. 20 septembre. J'ai passé une assez bonne soirée avec Santiago. On a été bouffer au McDo, pour changer, et on est allé voir Agnole de Woody Allen. Chouette. J'étais crevée, triste, enfin, comme d'habitude. On a fait une petite pause, mais il faisait très froid. J'ai été lui chercher des antisèches de physique pour l'interro de jeudi. Sa mère m'a dit d'entrer. Sympa. Quand on est au 7e, on a l'impression d'être dans un autre immeuble. C'est à cause de l'altitude. Enfin, pour changer, je l'aime. Je m'habitue heureusement et cela me rend moins malade qu'avant. Je crois qu'il fait de bonnes photos, enfin de ce que j'ai vu. Bon, il faut que j'aille me pieuter, seule, hélas. Sans doute aussi quelque chose dans le goût sucré de chewing-gum qui émanait autant des lèvres et de la langue de Christine que de sa peau, dans ce goût de chewing-gum non pas français, Hollywood ou Malabar, mais américain, Wrigley j'imagine, me rappelait avec une force terrible l'amour que j'avais éprouvé en Uruguay pour Ruth, la première fille que je me souviens d'avoir aimée et me repoussait vers l'enfance. Je me convainquis que pour faire le grand bond en avant, il me fallait aimer une fille qui me convint, une fille dont la beauté désirable ne sentit pas le chewing-gum, une fille dont la famille et le passé me fussent politiquement plus proches, une fille dont la maturité s'exprimait aussi dans des goûts pour la poésie et la peinture, qui se mariassent plus convenablement aux miens. Bref, une fille qui fut mon genre. C'est mort. Je n'aurais jamais cru que ça arriverait aujourd'hui. Il paraît que je n'ai rien fait, mais que c'est comme ça. Cela ne s'arrangera probablement pas, hélas. Il est gentil, mais je suis complètement désemparée. Je l'aime tant. Quelle erreur, quelle erreur. Je pourrais accuser Proust de ne pas avoir ouvert les yeux à temps. Bien sûr, il eût fallu que je l'eusse lu, mais cette erreur, je devais la faire tant de fois dans ma vie qu'il m'est difficile de désigner un autre coupable que moi-même. Alors, à la fin de cette année de 3e, je tranchai franchement la question. Christine et son goût sucré, que j'adorais, n'était pas ce qu'il me fallait pour perdre ma virginité. Je devais trouver une fille dont les opinions politiques et les goûts artistiques fussent plus élevés. Dimanche 23. Hier soir, bringue chez Froumé. Bof. Ce matin, j'ai vu Santiago avec sa petite copine traverser le jardin se tenant amoureusement la main, comme il le faisait il y a moins d'1 mois avec moi. Bon, inutile de préciser que j'ai cru mourir. Quel hypocrite ce mec. Je le déteste et je l'adore encore. Oh puis non, je devais m'attendre à ce qu'il se dégote n'importe quelle minette. Ce que j'ai appris aujourd'hui me montre que pour S, j'ai été une pitchoune parmi d'autres, alors qu'il a été quelque chose de spécial pour moi.
Je vais me bidonner en relisant ça dans mes vieux jours. Mercredi 15 février, et oui, aujourd'hui, ce cher Mout Bidon a 16 ans. Et moi, j'ai le cafard. C'est horrible. Rien que d'apercevoir sa chevelure tout à l'heure, cela m'a donné un coup au cœur. Je ne vais tout de même pas rester toute ma vie dans cet état. Je n'ai même pas envie de shit. Quelle merde. Enfin, j'espère que je ferai des rencontres impromptues dans l'ascenseur. Il va falloir qu'il arrive quelque chose. Remarquons au passage qu'il semble y avoir un problème à propos des étages. S dit qu'il habite au 5e, N parle du 7e. Et précisons encore que les boucles de N dont parle S ne sont pas naturelles. N s'était fait une permanente quelque temps avant leur première rencontre. N a les cheveux lisses, comme on peut le constater en consultant les pages 78-79 qui développent cette question capillaire. 30 coupes de cheveux. 1. Cheveux raides, courts, avec franges, pas très bien coupés. 2. Raies au milieu et problème d'épis sur le front. 3. Problème de cheveux gras égale foulard. 4. Essai de petites tresses pour donner du volume une fois défaite. 5. Permanente serrée. 6. Tressage des restes de permanente plus tétine pour faire bébé punk. 7. Coupe courte pour se débarrasser des dernières boucles. 8. Cheveux courts avec pointe hérissée. 9. Boule crêpée laquée copiée sur les B-52. 10. Coupe putois, V décoloré blanc sur cheveux courts noirs. 11. Crâne rasé pour fêter les 19 ans. 12. Décoloration et motif panthère après repousse. 13. On garde un Y en panthère. 14. Motif tigre sur les côtés et crête décolorée. 15. Double iroquoise teinte en bleu. 16. Coupe courte et rose. 17. Haut ébouriffé blond et cotérélie bleu et noir avec pattes lissées. 18. On teint tout en châtain et on ajoute une queue de cheval postiche. 19. Perruque longue, blonde, peroxydée. 20. Crêpée, année 1960, version couette ou chignon, Cesselon. 21. Pas vraiment de coupe. 22. En pyramide, façon tout en camon. 23. Coupe hard rock, faite en un seul coup de ciseau, comme par magie. 24. Coupe pas le temps d'y penser, j'ai un bébé. 25. Mi-long avec frange ultra courte. 26. On laisse pousser. 27. Cheveux détachés pour encadrer des grosses lunettes carrées. 28. Vraiment très très long. 29. Parfois, il vaut mieux les natter. 30. Chignon vite fait qui tient avec une seule barrette. Chapitre 4. Du lait et de la bière. La question des noms. En juin 1980, je passe le concours des arts déco. Un jour, que j'attends devant l'entrée de l'école, je repère 2 punks, un grand et un petit. Je flash sur le grand, très beau, avec une coupe rasée sur les côtés. Ils me disent « Salut, nous c'est Masto et Lolo ». Je réponds « Salut, moi c'est Nina ». Je ne suis pas tout à fait certaine que ça se soit passé exactement comme ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que j'ai changé de prénom ce jour-là. C'est le moment d'ouvrir une grosse parenthèse et d'expliquer qu'ici, au départ, je m'appelle Christine. Christine Carole Childress, CCC. Carole, c'est mon 2e prénom qui vient de ma tante, la sœur de mon père. Christine, donc, j'ai toujours détesté ce prénom que j'ai porté pendant près de 20 ans. D'abord parce que dans Christine, j'entends surtout le son que je trouve très vilain. Ensuite, les références à la chrétienté, ce n'est pas ma tasse de thé. Christ, Christian, Christiane, Christophe, Christine, non merci. J'ai choisi le prénom Nina, à cause de Nina Hagen, évidemment. Du jour au lendemain, j'ai expliqué à mes parents, mon frère et à mes amis que Christine, c'était terminé. Désormais, je m'appelais Nina. Ça n'a pas semblé poser plus de problèmes que ça. Et depuis, pour tout le monde, je suis Nina. Bye bye Christine, fin de la parenthèse. Revenons aux arts déco. Mon petit copain de l'époque, un rocker, est venu me chercher devant l'école ce jour-là. Quand il m'a vu avec les 2 punks, il m'a tout de suite demandé ce que je faisais avec eux. Je lui ai répondu
Ah, et bien justement, j'ai décidé de partir avec eux. On est allé chez le grand, celui qui s'appelait Masto, soit Thomas à l'envers, Thomas sans H à l'allemande. Masto vivait dans 2 chambres de bonne. Dans l'une, il y avait son lit, dans l'autre, son labo photo. Une fois arrivés là-bas, ils m'ont proposé de sniffer non pas de la colle, mais de l'eau écarlate. Je n'en revenais pas. L'eau écarlate, c'est vraiment la drogue du pauvre, celle des gamins. J'ai trouvé ça trop punk. C'est là que Lucrat Milk a commencé, et mon histoire d'amour avec Masto. L'eau écarlate est une marque de détachant pour vêtements faisant partie de la famille des solvants, au même titre que la colle. En inhalant ce produit, les vapeurs sont absorbées par les alvéoles pulmonaires et atteignent le cerveau en quelques secondes. L'effet dure environ 45 minutes. Au départ, Lucrat Milk, c'était juste un nom. On passait beaucoup de temps à se balader dans des endroits abandonnés, explorer des égouts, escalader des murs. On se déplaçait aussi beaucoup en mobilette. Masto avait une motobécane bleue, Lolo un Solex et moi un Peugeot 104. Bientôt un 4e membre est arrivé dans la bande, Gabo. Il avait une moto 125 et faisait du judo. Un matin, en rentrant chez nous, l'un des garçons a volé du lait sur la devanture d'un épicier pour le petit déjeuner. De ce fait, c'était du lait lucratif. Voilà l'origine du nom. Gym et shampoing. Je sais pas où c'est. Ça le sent. Gym et shampoing. Gym Tonic était aussi une de mes émissions favorites. J'ai peint 2 fois Véronique et Davina. Une fois sur du papier craft, en train de danser, en levant les bras. 25. Gym Tonic, 1983, signé Ninacus, acrylique sur craft, 140 x 95 cm. Une autre fois sur de la toile libre tendue par des œillets, où on les voit sur la plage, dans une pose porno, mais tout habillée. Véronique est en train de sodomiser Davina. 36. Sodomie, fellation, Véro, Nick, Davina, 1983, acrylique sur toile libre, 200 x 250 cm. À l'époque, j'étais pas mal influencée par Pascal Doury. L'aspect caricatural des personnages et aussi la manière de peindre leur chair avec différents roses. Illustrateur et éditeur de poésie, Pascal Doury a été le cofondateur de la revue Elles sont de sortie dans les années 80. Il reprenait des personnages de l'imagerie enfantine qu'il détournait. Proche du groupe Bazooka et de son esthétique punk, il a développé diverses collaborations avec le journal Libération, le cinéaste Marc Caro ou encore le poète Christophe Tarkos. Il a également créé une revue de poésie et de graphisme intitulée Patate, devenue culte après sa disparition. N a participé au 2e numéro. Pascal Doury est mort en 2001. Pour cette peinture de Véronique et Davina sur la plage, j'ai utilisé de la toile libre tendue par des œillets. J'avais vu ça chez les musulmans fumants. Ça coûtait moins cher que des châssis. Les musulmans fumants étaient un collectif d'artistes emblématiques des années 80, proches de la figuration libre. Leur nom vient du roman « Il pleut des coups durs » If Trouble Was Money, 1958, de l'auteur Chester Himes, dans lequel l'écrivain nord-américain met en scène un gang qui sévit à Harlem et se fait appeler les Steaming Muslims. Toujours sur toile libre, j'ai fait un autoportrait où je tiens une bouteille de shampoing Farrah Fawcett, déformée par la perspective. J'ai des yeux de défoncé qui tournent en spirale et je porte ma queue de cheval postiche. Pierre Hubig m'a acheté ce tableau à l'époque, où il faisait partie des Ripoulins. 37. Autoportrait avec bouteille Farrah Fawcett, 1983, acrylique sur toile libre, 118 x 83,5 cm. Farrah Fawcett, c'est une actrice américaine connue surtout pour avoir joué dans la série américaine Charlie Angels, drôle de dame dans la version française, au milieu des années 70. Son brushing a été le plus copié de l'histoire de la coiffure.
Chapitre 5. Sister Ripoulin. Un coin dans le râtelier. Quand on se sépare, Masto part s'installer dans l'immeuble actuel à ses bureaux, au 33 rue du Faubourg Saint-Antoine. Un jour, il m'annonce « En face de chez moi, il y a un groupe de peintres qui s'appelle les Ripoulins. Il a de la place, tu devrais aller voir si tu peux pas peindre chez eux. » Je vais voir et là je me dis « Waouh, c'est formidable ce qu'ils font. C'est sûr que j'aimerais bien travailler avec eux. » À part les musulmans fumants, il n'y avait rien qui m'intéressait à ce moment-là. Les Ripoulins me proposent un coin dans leur atelier. Je m'y installe. Dans la cour d'actuelle, je peins des filles pop en mini-jupe et bottes blanches qui dansent au regard d'un radiateur d'un air énamouré. Ce genre de choses. C'est là aussi que je fais une grande peinture sur papier craft qui sera utilisée dans le clip Marcia Baila de Rita Mitsuko. 64, au voleur, 1984, acrylique sur craft, 300 x 400 cm. Dans le clip officiel, on peut voir la peinture à 2 minutes 30 secondes. Et ici, un mouvement de hanche de haine à la même époque qui ne laisse pas Catherine Ringer indifférente. En arrivant dans l'atelier, je n'avais pas l'ambition d'entrer dans leur groupe. J'avais la petite aura de peintre de boîte de nuit, je faisais mes expos dans mon coin, tout allait bien, j'étais indépendante. Au départ, les Ripoulins étaient 9. Quand je les ai rencontrés, ils étaient 7. J'en connaissais déjà 2, Claude Kloski et Pierre Huyghe, qui se faisait appeler Pierrot Cao à l'époque. Les autres étaient Jean Faucheur, Ox, Blaplus, Manu et Stéphane Troiscarré. Claude et Pierre m'aimaient bien, Faucheur me prenait un peu de haut, et les autres ne savaient pas trop quoi penser de moi. Tout de suite, je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas avoir d'histoire avec l'un d'eux, ne pas répéter ce qui avait fichu le bordel dans les lucrates. Donc, je m'empêche de tomber amoureuse, je sépare ma vie professionnelle de ma vie privée. Bien sûr, on flirte un peu, mais on ne couche pas. C'était une décision stratégique pour moi. Chapitre 7. Ça roule. Le MAMCO à Genève. La première fois que j'ai rencontré Christian Bernard, je revenais de Zurich où j'avais une expo. Bernard Jordan venait d'y ouvrir une galerie et je m'étais arrêtée à Genève sur le chemin du retour. Je me souviens, j'avais un manteau de fourrure et des talons. Je me l'étais joué pop-star pour le vernissage zurichois. J'ai adoré travailler dans ce musée. J'aimais les gens, le lieu, le quartier, les expos, tout quoi. Je me souviens encore parfaitement de l'odeur qui flottait dans les salles. Comble du bonheur, comme je n'avais pas de vêtements de travail, ils m'ont prêté un pantalon que Jim Shaw avait porté quelques années auparavant. Il était plein de taches de peinture. Le pantalon de Jim Shaw, je n'en revenais pas. Comme il faisait très chaud, je l'ai finalement coupé pour le transformer en short. Pendant le montage, Ariel Wagner, qui s'occupait des relations publiques du musée, a réussi à me trouver un billet pour aller écouter l'opéra Le Trouvère de Verdi au Grand Théâtre de Genève. J'étais là, assise au 3e rang dans mon fauteuil d'opéra, avec un vieux jean et un t-shirt recouvert de peinture, le bonheur. Le fait d'avoir à disposition plein de salles pour moi toute seule m'a permis d'avoir une vision rétrospective de mon travail pour la première fois. J'avais l'impression que tous mes efforts n'avaient pas été vains. Enfin, l'exposition s'appelait « Détails et destin », un titre trouvé par Vincent Labaume. C'était le début de l'été 2009. Vincent Labaume est un artiste, un critique d'art et un curateur français né dans la Nièvre, pour lequel le fait d'avoir assisté, alors qu'il était enfant, au suicide par défenestration du chanteur israélien Mike Brandt le 25 avril 1975 au 6 rue Erlanger à Paris, a, selon ses dires, beaucoup compté. Il a écrit plusieurs textes sur le travail de haine. Mike Brandt est un chanteur dont la carrière fut aussi brève que fulgurante. Au début des années 70, il débute une carrière de chanteur de charme en France en apprenant les paroles de ses chansons phonétiquement. Il ne parle pas un mot de français. Très vite, il entre dans le monde du show business
et devient l'archétype 70s du Latin lover à paillettes. La rencontre avec un producteur véreux et ses tendances à la dépression le mèneront à la triste fin que l'on sait. Notons qu'il a été découvert par Sylvie Vartan lors d'une tournée à Téhéran. Peau de mouton et poils d'être humain. Lorsque je découvre sur le net une photo de Kate Bush assise sur une peau de mouton dans une pose langoureuse, ce qui me séduit tout de suite, ce sont ses cuissardes. C'est une vraie photo de poster et je me dis, je vais faire le tableau du poster. Kate Bush est une auteure, compositrice, chanteuse, pianiste britannique qui apparaît sur la scène musicale à la fin des années 70. Ses performances vocales impressionnantes et le caractère théâtral de ses prestations en ont fait une icône vivante au Royaume-Uni. Puis je trouve une autre photo où l'on voit Kate Bush posée dans une pub pour les montres Seiko. Elle lève son avant-bras pour qu'on voit bien la montre et on remarque qu'elle est assez poilue. Normal, c'est une brune. Je décide de prendre cette image pour en faire une version bad. Sur cette photo, Kate ressemble à un clown. Elle a des yeux immenses, comme dans les portraits de la femme peintre que l'on voit dans ce film de Tim Burton, Big Eyes. J'ai peint 2 versions du tableau. Sur la deuxième, j'ai ajouté des cheveux, ceux de Thierry, mon amoureux, que j'ai collés sur l'avant-bras de Kate. Je trouve ça très joli. 1047, bouche, ongles rouges, 2, clown, 2020, huile acrylique phosphorescente et cheveux sur toile, 60 x 50 cm. M a inséré plusieurs fois dans ses peintures des éléments trouvés, notamment des cailloux. 127, la gauloise blonde, 1985, technique mixte sur toile et cadre, 60 x 50 cm. Du sucre et une aspirine fondue. 246, 1A, 4 petit d, 1996, acrylique, sucre, aspirine, montre, D, velours sur toile, 44 x 32 cm. Polyptyque détruit en 1996. Des fossiles. 424 bis, hommage à Georges Perec, 1992, crayon stylo bille, huile acrylique, fossile sur toile, 120 x 120 cm. Un pansement. 977, petit bras cassé, 2017, huile et pansement sur toile, 46 x 38 cm. Des poils de pinceau. 1064, autoportrait clown étoile, 2020, huile, poil de pinceau sur toile, 61 x 65 cm. Et de plus en plus souvent, des cheveux. 1053, Sylvie, la mèche, 2020, huile, acrylique phosphorescente et cheveux sur toile, 54 x 65 cm. En regardant des vidéos, je constate alors que les bottes de Kate sont rouges. Ça tombe bien parce que je suis dans ma phase d'expérimentation de la peinture rouge phosphorescente. Après plusieurs tableaux avec du vert phosphorescent, je voulais tester une autre couleur. C'est comme ça que je peins ce grand tableau des bottes rouges de Kate Bush. 1048, bouche, bottes rouges, 2020, acrylique phosphorescente et huile sur toile, 250 x 150 cm. Postface. Au début de l'été 2020, M est venue une quinzaine de jours en Suisse pour faire des entretiens. L'idée était de récolter un maximum de matière sur sa vie, sans savoir ce qu'on allait en faire ensuite. Un recueil de conversation, un essai, un roman, une biographie, un manuel, un pamphlet, un mode d'emploi, qui sait. Chaque jour, en général le matin, après un petit déjeuner sur la terrasse au son des cloches d'un troupeau de vaches broutant pas très loin, j'appuyais sur le point rouge de mon téléphone pour activer la fonction dictaphone et elle se mettait à parler. L'un des objectifs de ce récit de la vie de N, déguisé en autobiographie et augmenté par divers biais, est de pointer, à travers des anecdotes de toutes sortes, le caractère finalement exemplaire de la trajectoire de N dans le monde de l'art en général et dans
dont celui de la peinture en particulier. Exemplaire non pas dans l'usage populaire du terme teinté indirectement de morale, comme on parlerait de la vie exemplaire de Mère Teresa ou d'une quelconque autre sainte ayant accompli le bien autour d'elle. Exemplaire dans le sens de représentatif, d'une époque particulière, d'un parcours mouvementé plein d'impasses et de détours, de capacité à transformer les obstacles en tremplins, d'une résistance au mode tout en les absorbant, et, last but not least, d'une obstination impressionnante. Finalement, N est elle aussi devenue un modèle, au sens où Sylvie Vartan en a été un pour elle dans son enfance. Une surface réfléchissante sur laquelle on peut se projeter et qui nous donne de l'énergie. En choisissant l'image qui clôt cette postface, je me suis souvenue de cet après-midi où N tentait de me convaincre d'acquérir moi aussi une combinaison de natation pour pouvoir traverser le lac en toute quiétude. Elle n'a pas réussi. J'étais très surprise par le maniement complexe de cet accessoire. On ne l'enfile pas comme ça. Il faut multiplier les astuces pour y arriver. Aujourd'hui, je me dis qu'enfiler un corps dans une combinaison demande autant de méthode, de doigté et de précision que faire entrer la vie d'une personne dans un récit. Il faut y aller par étapes. Sinon c'est fichu. On doit tout recommencer depuis le début. Merci. Dans le noir, on aurait dû éteindre. On a dû faire un show. Il y a peu il n'a pas chargé, il aurait dû charger. Il n'a pas chargé.